Dans le podcast de cette semaine, on va parler de jeux de rôle et du jeu idéal en cette période de fête de Noël. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour la dernière émission de l'année 2024. Et oui, on est juste après Noël, juste avant le grand moment du Nouvel An, vers une année 2025 qui sera probablement... Je sais pas si elle pourra être pire que 2024, je ne sais pas, mais je crois que tout est possible. Et pour m'accompagner dans cette transition, celui qui est toujours là, celui sur qui je m'appuie comme une vieillarde sur un bâton de randonnée, je ne sais pas. C'est Dédé Chute, salut Dédé. Oh oh oh, eh non, c'est le Père Noël aujourd'hui. J'ai failli dire comme une vieillarde sur un déambulateur. C'est ça. C'est parce que tu as trop joué à Brindlewood Bay sûrement. Ouais, c'est ça. En fait, je m'aperçois que maintenant, j'ai failli mettre déambulateur dans ma liste de Noël. Mais ouais, voilà. Tu fais vachement bien le Père Noël. Bah oui, je sais. J'y ai cru, hein. Voilà, je fais vos fêtes de Noël. Si vous voulez un Père Noël, je viens. Ok, est-ce que tu pourrais faire MJ déguisé en Père Noël ? Ah, ben oui, c'est pas mal ça. Sur un jeu sur le thème de Noël. Ouais, voilà. Genre les Gremlins. C'est ça. Comme ça. Die Hard. Mais oui, parce que c'est Noël. Et donc, on va aborder ce moment de l'année. La magie, l'amour, les retrouvailles, la famille, les amis, etc. Un moment de convivialité. Exactement. Et donc, on s'est dit que rien de tel que de faire une émission thématique Noël. Voilà. Et donc, on va parler de jeux de rôle qui distillent une ambiance horrifique. Et oui, parce qu'on n'a pas fait Halloween. Nous, on n'est pas comme tout le monde. Des fois, Noël, ça peut être l'horreur. Hein. Si t'as pas tous tes cadeaux, tu vois, c'est l'horreur. Hein. Faut trouver des cadeaux, trouver des idées de cadeaux pour tout le monde. Faut faire la cuisine parfois. Faut cuisiner, voilà. Faut recevoir tout le monde. Faut éviter que la famille ne s'entretue, tu vois, pendant toute la soirée. C'est pas toujours facile. Hein. C'est un peu l'horreur des fois. Exactement. Donc c'est un peu l'horreur. Et en fait, voilà, parce que ça aurait été tellement facile de faire ce thème au moment d'Halloween fin octobre. Eh ben non. Pas du tout, on n'est pas comme ça dans le point de Paul Gara. Nous, on prend les gens à contre-courant. Donc, voilà. Mais avant ça, bien évidemment, on va parler un peu de news, des achats, des découvertes, comme d'habitude. Oui. Alors, tout d'abord, moi, je vais vous parler d'un jeu qui est proposé par Com Martin sur sa page Itch.io, qui est un jeu qui propose gratuitement. Mais on peut donner des sous, et puis je crois que s'il a dit que s'il atteignait une certaine somme, on pourrait en fait avoir un truc avec une plus jolie mise en page, enfin quelque chose d'un peu plus, tu vois, un feuillet un petit peu plus travaillé et tout. Et donc ça s'appelle Prête-moi ton cœur électrique. C'est un jeu voilà. Et là, en fait, ce qu'il propose, c'est les fiches de personnages. Et il dit, si je gagne 50 balles avec, je lui donne une jolie maquette. Ça, je trouve assez cool. Donc vraiment, allez-y, allez regarder et puis donnez-lui des sous. Et donc le pitch du jeu, c'est on va jouer des automates, puisque les humains ont disparu depuis longtemps, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour la planète. Et donc il n'y a plus que des automates. On va choisir son automate, qui peut être l'automate militaire, l'automate électroménager. J'avoue, j'ai un petit faible pour celui-ci. L'automate agricole ou l'automate de bureautique. Et donc, on va jouer en se posant des questions sur l'existence, en tâchant de dépasser la programmation de ces automates pour accéder à leurs rêves. C'est un peu, tu sais, est-ce que les robots rêvent De moutons électriques, ouais. Ouais. Et donc, je trouve que c'est déjà l'idée de dire c'est un jeu de rôle qu'il a écrit avec des amis pendant l'été, et puis qui propose comme ça. Et en plus, voilà, c'est totalement gratuit, mais si on donne des sous, il fera quelque chose d'un peu plus léché. Le thème est assez cool, et puis de toute façon, le travail de Com Martin, c'est toujours très intéressant. Il a toujours des idées assez incroyables. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Je mettrai bien sûr le lien vers sa page Itch.io dans le billet de l'émission. Voilà. Est-ce que toi, tu as repéré des choses, Dédé, de ton côté ? Alors moi, j'ai quelques news. J'ai vu la chaîne Y Jouer qui a fait un épisode spécial jeu de rôle avec une guest, une certaine Paul Gara.
Une usurpatrice d'identité. C'est ça. Non, mais voilà, tu as participé avec Y Jouer donc sur un épisode sur le jeu de rôle. Donc comme on est une émission sur le jeu de rôle, je me dis c'est toujours bien d'en parler. C'est pas mal parce que si c'était moi qui en avait parlé, ça aurait été un peu limite en termes d'auto-promo. Mais oui. C'était très intéressant, je l'ai écouté aussi, voilà. Et du coup, j'ai parlé de Brindlewood Bay et j'ai pu te faire un petit coucou. J'espère que tu as noté ça. Oui, j'ai apprécié le petit coucou. Et que tu envoies plein de messages pour retrouver toujours le chronique d'un vampire millénaire. Oui, alors ça, c'est devenu une de mes spécialités, c'est les appels à, tu sais, les appels à l'aide, tu vois. Les appels à témoins. Donc je sais que dans cette émission, j'ai fait voir ce que j'ai dit. Bon bah si vraiment chronique d'un vampire millénaire, on ne sait jamais si quelqu'un le retrouve. Alors je crois que Rémi doit me prêter le sien, mais il oublie à chaque fois. J'ai dit si quelqu'un veut bien me faire jouer au château d'Ambreville, un scénario de Donjons Dragons très très ancien. Et 7e mer aussi. Et à 7e mer, donc je réitère parce que pour l'instant personne ne s'est manifesté. Je sais pas pourquoi. Les gens sont pas très gentils. C'est ça. Ouais, mais si tu perds ton chronique d'un vampire millénaire, je me pense que Rémi il a un peu peur s'il te prête le sien de pas le revoir. Oui, c'est un risque potentiel. Et alors, en parlant de perdre la boule, j'ai une deuxième actu qu'on a vu passer dernièrement. C'est Elon Musk donc qui a perdu la boule et qui veut racheter Hasbro pour déwokiser Donjons et Dragons. Bah voilà, on attendait ça quand même. Ou pas, quoi. Parce que Donjons et Dragons, c'est quand même le jeu le plus woke du monde. Du monde, bien sûr. Voilà. Il a trop de sous. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait casser encore ? Et puis sûrement, peut-être aussi, il n'a pas dû aimer parce que Hasbro, c'est aussi... c'est Donjons Dragons, c'est Wizard of the Coast, mais c'est aussi Magic. Il n'a pas dû trop aimer Aragorn, qui n'était pas bien blanc. Ça n'a pas dû beaucoup lui plaire, ce petit côté woke dans les représentations du Seigneur des Anneaux. C'est ça. J'imagine, il n'a pas dû s'en remettre. Oh, mon Dieu, mais c'est terrible. Hein. On espère qu'il aura trop autre chose à... On espère que Twitter fasse bien des pertes pour qu'ils perdent un peu d'argent. Franchement, c'est de pire en pire, je ne sais pas. On en rigole, mais c'est pour pas en chialer, en fait, hein, parce que c'est exactement ça. Il ne reste plus qu'à en rire pour pouvoir supporter encore ce monceau de Henry. Oui. Et puis, peut-être un truc un peu plus joyeux. Un peu plus joyeux. Non, tu m'avais dit on fait le terme de l'horreur. Alors moi j'ai pris un jeu de rôle solo dans lequel on joue un animal qui rentre la nuit dans la chambre des enfants. Ça fait peur ça, hein. Et non, en fait on va parler de Touffi. Touffi en anglais comme touffe en anglais. Touffi. Voilà, c'est un jeu de rôle solo dans lequel on va jouer la petite souris. Ah. La souris où elle a fait des dents si vous êtes au Québec, mais là c'est la petite souris. Ça c'est un truc incroyable, cette histoire de fait des dents versus la petite souris. Moi, cette différence culturelle me fascine, un peu comme l'histoire du lapin de Pâques versus les cloches. Ouais, c'est ça. Bref, voilà. Donc dans celui-là, c'est la petite souris. Donc on va, c'est donc un jeu solo, donc sous forme de journal où on doit incarner une petite souris qui doit exaucer les vœux des enfants. Donc on va essayer de se souvenir de moments joyeux de notre enfance, d'événements joyeux de notre enfance, et pour pouvoir après les redonner à un enfant quand il perd ses dents. Voilà, je vous laisse lire le truc. C'est un petit PDF d'une dizaine de pages, pas très long. C'est un peu un thème un petit peu plus léger que en jeu de rôle solo. Voilà. Donc comme un peu dans l'idée de ce que tu avais fait avec les animaux. C'était quoi nouveau My Precious Little Animal, ouais. Voilà. C'était ça en fait avec les petits avatars. Ah, ça a l'air très cool, hein. Voilà. Et là c'est plus voilà pour les souvenirs d'enfance. Donc voilà. C'était pour un petit peu élever le débat après Elon Musk. Ouais, je sais pas, mais c'est marrant parce que la petite souris, c'est quand même... Moi, j'ai remarqué que mes enfants, en tout cas, ils ont toujours trouvé le moyen de perdre leurs dents à un moment
où il m'était impossible de me procurer des sous et de la monnaie, et ça fait que soit j'avais rien à leur mettre sous l'oreiller, c'est un peu la loose, soit comme je pouvais pas leur demander de faire la monnaie, la petite souris peut pas demander la monnaie, ça devenait vite compliqué à gérer finalement. Ça devenait vite cher, oui, c'est ça. C'était la petite souris la plus dispendieuse qu'on avait trouvée, quoi. Bam, 100 €. Ah bah dis donc. Est-ce que tu prends la carte bancaire C'est ça. Un ticket resto. Ouais, c'était un peu ça. Quel enfer. Et ce qui est terrible, c'est que même quand ils savent que la petite souris n'existe pas, parce qu'en fait elle n'existe pas, je te le dis, ils continuent quand même de t'extorquer de l'argent chaque fois qu'ils perdent des dents. Ils sont malins, ces enfants. C'est ça. Et après, quand ils ont l'appareil dentaire, ils t'extorquent encore de l'argent pour leurs dents. Puis après, ils finissent par avoir un dentier comme dans Brindlewood Bay. On revient quand même toujours à cette conclusion. Voilà. Voilà, c'était mes petites news. Et sinon, est-ce que tu as acheté des trucs, toi? Eh ben, écoute, moi, j'ai récupéré l'extension de Alice is Missing, Silent Falls. Voilà, on en parlait la dernière fois. Et ça y est, je l'ai récupéré, donc je suis hyper contente. Et puis, j'espère pouvoir avoir l'occasion d'y jouer. Mais j'aimerais bien ne pas faire modératrice, hein, tu vois, pour découvrir les nouvelles cartes et tout. Alors, fallait pas l'acheter. Non, mais je vais l'acheter parce que si après, une fois que quelqu'un m'aura un appel à nouveau, si quelqu'un a envie de nous faire jouer à l'extension de Silent Falls, on est partant avec des dés, hein. T'es partant, j'imagine. Bah oui, toujours. Et comme ça, après, on pourra le faire jouer nous-mêmes dans cette idée de transmission. Moi, j'ai trouvé encore des nouvelles personnes qui ne connaissent pas Alice is Missing et qui sont très enthousiastes à l'idée d'y jouer. Donc, je pense que je vais refaire une session, mais là où je serai purement modératrice, je vais pas jouer. Je vais vraiment, ce que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire que je vais essayer vraiment d'organiser la partie, tu vois, mais en restant extérieur au jeu, quoi. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, tout le monde profite de la partie. Et toi, tu pourras un peu espionner en tant que... Tu peux aller voir toutes les conversations, tu vois, pour voir un petit peu, d'essayer de lire comme ça, quoi. Ce qui est pas mal, c'est que je pourrais voir comment ça fonctionne, en fait. Après, c'est toujours délicat de se dire que tu vas aller regarder les MP, parce que finalement, c'est quand même intime. Mais au moins, de fait, tu peux lire le message, les messages qui sont envoyés dans le chat général. Tu peux les regarder avec beaucoup plus de recul que quand toi-même tu joues en même temps, en fait. Enfin, c'est pas du tout la même perception. Ouais, bonne idée. Un jeu quand même qu'on aura pas mal, je sais pas comment dire, expérimenté, enfin, je trouve. Et on l'a bien vendu aussi, donc l'extension, c'est un peu grâce à nous, tu vois. Ouais, bien sûr, évidemment. On en a tellement parlé, voilà. Non, on a une telle influence sur l'industrie ludique, c'est bien, ça me paraît assez évident. Et puis sinon, écoute, dans les découvertes, on n'a pas découvert moi j'ai pas fait de découverte nouvelle. J'ai rejoué à Aventure à Plume, on en avait parlé, tu sais, en live Twitch sur la chaîne de l'Appel, et je leur refais un coucou à mes donc Canard, Peter Replic qui était aux manettes, qui était notre MJ, et c'était super cool. Il nous avait fait un scénario, un setup assez fou sur une île improbable et tout. Et puis Mia et Dino, et c'était très très cool. Et donc j'incarnais toujours Ramen, une poule rousse, Vénarde et Vantarde, voilà. On a continué de jouer à Maléfice. Oui. C'est l'édition... la nouvelle édition qui a été ressortie par Arcane, et on est tous complètement débutants dans le jeu, hein. Toutes des débutants et débutantes. Je trouve que c'est pas mal pour l'instant. Franchement, l'ambiance est cool. Oui. Et surtout, prochaine ambiance, prochaine partie, hein, quand on va faire du spiritisme. Attention. J'avoue que ça, c'est un moment que j'attends avec impatience. Faire tourner les tables et tout ça. Hein. J'avais tout préparé, j'ai une petite musique d'ambiance et tout. Donc ça va être canon. Et puis si, on a joué à un jeu dont on n'avait pas encore parlé, mais on y avait joué il y a plus longtemps. Oui. Mais on s'était gardé sous le coude parce qu'on se trouvait qu'il allait très bien avec le thème qu'on avait choisi pour cet épisode de Noël. Ben oui. Parce que nous avons joué à Horreur Liminal. Alors,
déjà, tu vas nous rappeler, parce que tu es le spécialiste du terme liminal. Ça y est. Je suis maintenant le spécialiste des espaces liminaux en France, attention. Voilà, exactement. Je pense que tu es docteur S liminalité. Voilà, je vais le rajouter dans ma bio sur Twitter. Ouais, dans ta bio Twitter X. Enfin non, pas plus. Il faut n'aller plus. Sur Moi, Blue j'y suis Sky. encore, mais il faut aller ailleurs. Faut laisser Elon Musk tout seul là-bas. Et alors, rappelle-nous ce que sont les espaces liminaux. Alors, les espaces liminaux, c'est des espaces un peu étranges où il est censé y avoir du monde, où il y a personne. Enfin, les endroits un peu louches et glauques. Voilà, les moments, voilà, c'est ces endroits un petit peu déserts qui sont un peu anxiogènes. Ouais, typiquement, je sais pas, un hall de gare en principe, qui serait complètement vide, ou un parc d'attractions. Enfin, ce genre de choses, en fait. Pareil, il y a un hall d'hôtel où, en principe, t'as tout le temps du passage, où il y aurait plus personne. Enfin, voilà. Donc, on va en parler un peu après, parce qu'on a eu la chance d'y jouer. Oui. Avec Quantum. Avec Quantum, qui a été notre MJ. Et c'était très, très cool. Mais on en parle plus en détail après, quand on parlera de notre petit thème de Noël. Est-ce qu'on avait d'autres trucs à dire ou pas sur les news? C'est un peu léger ce mois-ci. Hein. Ouais, c'est un peu léger. C'est la fin de l'année, on est fatigué. Ouais, c'est ça. Moi, j'avoue que je n'en peux plus là. Vraiment, je compte les jours jusqu'aux vacances. Après, il y aura Noël, donc ça va être... c'est toujours un peu fatigant, mais vraiment, moi, je suis au bout de ma vie. Mais je pense que l'année 2024 aura été vraiment assez spéciale. Hein. Oui. On espère que 2025 sera meilleur. Hein. Mouais. Après, pour le podcast, je peux pas dire, pour le podcast, ça a été une année exceptionnelle. Hein. Vraiment. Oui, t'as fait plein de choses. T'étais au Spiel, t'étais... Ouais, Essen, et puis plein de super... Enfin, la saison 2 du podcast, je suis hyper contente du démarrage, des nouveaux formats, des invités, enfin... Alors ça, c'est super enthousiasmant, donc j'espère que pour 2025, ce sera pareil. Pour le reste de l'univers, je suis moins sûre que ce soit aussi que le bilan soit aussi extraordinaire. C'est la seule chose qui me console à peu près. C'est un peu égoïste, j'avoue. Ben non, c'est parce que tous tes auditeurs en profitent. Donc tous tes auditeurs et auditrices sont contents. Et si quand même j'ai un achievement personnel en 2024, c'est très intéressant. Vous allez voir. Hein. Attention. J'ai réussi enfin à mettre des lentilles, parce que depuis 1 an et demi, je suis obligée de porter des lunettes parce que sinon je n'arrive plus à lire parce que j'ai les yeux cramés par les écrans. Hein, je ne suis pas presbyte, c'est pas l'âge, essayez pas de me faire renvoyer encore à Brindlewood Bay. Et franchement, j'ai eu un mal fou à me décider à tenter l'aventure des lentilles, dit comme ça, c'est exceptionnel. Une fois que je les ai eues, j'ai eu un mal, je n'arrivais pas à les mettre. Non, mais les mettre, c'est difficile, mais les enlever, à ce qui paraît, c'est plus compliqué, non? Alors, les enlever, c'est ultra facile. Okay. Moi, j'avais aucun souci, mais alors les mettre là, les premières fois, enfin, bref. Et donc, c'était vraiment comme une quête initiatique, tu vois. Et là, j'ai réussi depuis quelques temps et vraiment, c'est mon achievement personnel 2024 et mon achievement 2025, ce sera de retrouver Chronique d'un vampire millénaire. Non, ce sera mon achievement 2025, c'est de retrouver mes lunettes parce qu'en fait, je mets des lentilles parce que je les ai perdues. On va arrêter sur des considérations vraiment palpitantes de ma vie de vieille personne. Et donc, on va parler de trucs qui font peur, des jeux qui sont supposés nous faire vivre l'horreur, une ambiance horrifique, etc. Et de savoir un peu ceux qu'on connaît, ceux auxquels on a joué ou pas d'ailleurs, ou auxquels on aurait envie de jouer, et puis est-ce qu'ils remplissent en fait, est-ce qu'ils arrivent vraiment, parce que finalement, on est d'accord que la peur, c'est autant au cinéma, ou même en littérature, ou en jeu vidéo, c'est pas si difficile que ça à retranscrire, je trouve, et en tout cas à éprouver. Un petit jump scare au cinéma, c'est facile à faire. Paf, jump scare, bam. Ouais, c'est même facile. Mais même en littérature, il y a des livres dont on a tous eu des lectures où on était vraiment pas bien. Enfin, moi, je me souviens d'avoir lu, par exemple, Dragon Rouge. Pendant que je faisais du babysitting, j'étais toute seule, donc avec des enfants très petits, dans une immense maison, un peu perdue et tout. Et je pense que c'était une très bonne idée de lecture, vraiment, parce que j'ai eu vraiment la trouille toute la nuit jusqu'à ce que les gens rentrent de leur soirée.
j'en menais pas large. Donc, voilà, bon, il y avait un contexte, mais le livre était quand même impressionnant. Même en jeu vidéo, enfin, on a tous, si vous avez joué à Resident Evil ou bien à Silent Hill, vous avez eu des moments ou de jumpscare ou d'ambiance où vous étiez vraiment pas bien. Et c'est vrai qu'en jeu de société et même en jeu de rôle, c'est plus difficile à restituer. Oui, parce qu'on est moins, il y a moins de, le sens de la vue est moins utilisé. Et c'est un sens qui est assez avec lequel on peut vachement jouer quoi pour la peur quoi. Ouais, puis je pense aussi qu'il y a le fait qu'on éprouve les choses collectivement, alors que c'est vrai qu'au cinéma, même si on regarde un film avec d'autres personnes, on est quand même, enfin la réception, elle est vraiment très personnelle et on est un peu dans sa bulle. Pareil pour le jeu vidéo, enfin si on joue seul et même si enfin voilà, on a cette réception qui est assez personnelle. Et c'est vrai qu'alors que dans le jeu de rôle ou le jeu de société, bah, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus collectif. Et c'est comme si un peu l'interaction avec les autres, elle brisait un peu ce type d'émotion, quoi. On peut se rattacher au physique, aux gens en physique, quoi. On peut détourner plus facilement le regard en jeu de rôle et regarder ses camarades, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Les autres sont finalement une sorte te réancre dans la réalité. Et donc, ça crée en fait quelque chose qui met plus de distance avec ce qu'on t'explique et ce qu'on reçoit. Comme quand au cinéma, tu tiens la main de la personne qui t'accompagne quand t'as un peu peur pour dire, pour te rassurer que voilà, t'es pas seul dans cette histoire, quoi. Et est-ce que toi, t'es un amateur de films d'horreur, littérature d'horreur ou pas du tout ? Bah, c'est un peu ambigu, j'aime bien ça, mais à petite dose, parce que si c'est trop... s'il y a trop de jumpscares, ça va pas me plaire, parce que tu sens des fois que ils font monter la musique, tu sens que tu dis bon là il va y avoir un jumpscare et paf jumpscare, tu vois, tu sais que tu sais que ça va venir, donc mais sinon j'aime bien les trucs un peu un peu gore où les ambiances où ça monte un petit peu, tu vois. Ma pire expérience, c'était Projet Blair Witch que j'ai vu au cinéma et là, moi aussi, tiens. J'ai mis du temps à retourner dans une forêt après. Est-ce que les petits cailloux te font toujours peur ? Ouais, ça va. Saloperie de petits cailloux, Bah quoi. oui. Bah, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma d'horreur. La littérature d'horreur aussi, mais moins que dans le cinéma. Mais aujourd'hui, j'avoue que j'ai beaucoup plus de difficultés à regarder des films d'horreur. En fait, je supporte beaucoup moins. Et moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, il y a quand même dans le cinéma d'horreur, t'as plein de genres différents. Comme tu disais, il y a le gore, il y a des films qui vont te faire peur, mais c'est juste de l'ambiance. Ouais. Il y a tout ce qui va être surnaturel. En fait, c'est pas du tout la même chose. Moi, je suis une très très grande fan des films de Dario Argento. Donc, il y en a qui sont des purs giallo et puis d'autres qui sont un peu plus surnaturels avec des scènes de meurtre très très violentes, en fait, quand même, qui sont très... voilà, c'est pas suggéré. Tu vois des trucs vraiment parfois un peu difficiles. Et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est juste de regarder, sur YouTube, on le trouve facilement, c'est la scène d'introduction de Suspiria, puisque c'est vraiment un modèle de montée de tension en quelques plans avec de la musique. Enfin, t'es déjà super mal à l'aise, alors qu'il ne s'est encore rien passé. C'est juste une nana qui arrive dans un aéroport et qui sort de l'aéroport, et vraiment, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, et donc à voir si en jeu de rôle ça fonctionne aussi bien, quoi. On parle d'abord de l'appel de Cthulhu parce que c'est peut-être le premier auquel on pense. Bah oui, je pense que c'est le passage obligé si on parle de jeux d'horreur, quoi. Parce que pour le coup, les livres l'œuvre de Lovecraft ou d'autres auteurs qui ont écrit et qui sont associés au mythe de Cthulhu sont des livres qui sont quand même qui te mettent mal à l'aise, à minima mal à l'aise, et tu t'éprouves, je sais pas si c'est vraiment de la peur, mais en tout cas, tu as des émotions qui sont assez fortes quand tu les lis. Et est-ce que le jeu de rôle, donc le jeu de rôle, c'est l'appel de Cthulhu, c'est un jeu qui a été créé par Sandy Peterson, qui date de 1981. Il est édité dans la version originale par Chaosium, et pour la version française, c'est Edge qui a la licence aujourd'hui, et on en est à la 7e édition. Donc c'est un jeu de rôle avec des règles plus légères que Donjons Dragons. Enfin, je sais pas, on va pas rentrer dans les détails. Je pense que pour le coup, l'appel de Cthulhu, c'est un jeu qui est quand même assez connu.
qui reprend vraiment le mythe de Cthulhu, de Lovecraft et de ses autres auteurs, avec cette idée de perte de santé mentale à chaque fois qu'on découvre un peu plus le mythe, en fait. Un peu du mythe, oui. Est-ce qu'on a vraiment peur quand on joue à l'appel de Cthulhu ? C'est une vraie question, hein. Ouais, moi je pense pas. Après, c'est peut-être parce que on connaît. En fait, l'appel de Cthulhu, c'est un peu ambivalent parce que pour avoir envie d'y jouer, il faut connaître l'œuvre du mythe de Lovecraft et des autres auteuristes qui ont suivi. Mais plus on lit des nouvelles et des trucs, moins on a la découverte quand on va dans le jeu de rôle. Et du coup, on perd un petit peu de... Alors que si on nous disait, on va jouer à un jeu, vous allez faire une enquête, c'est une enquête traditionnelle. Et au final, tu te rends compte qu'il y a des trucs bizarres et tout ça. Et il y aurait peut-être plus de trucs. Mais le fait qu'on connaisse... Finalement, comme tu le dis, hein, pour avoir envie d'y jouer, il faut déjà connaître l'univers. Sauf que comme tu connais l'univers, quoi qu'il se passe, tu sais, on a l'impression qu'il a été mangé par un chien. Tu te dis, tiens, c'est un chien de Tindalos. Tu vois, t'as tellement de réflexes et de références sur l'univers que t'as moins de surprises, et donc les effets de surprise sont beaucoup plus difficiles. Ouais. Donc effectivement, même les descriptions quand on va te décrire si on te décrit des créatures monstrueuses et tout, en réalité, on sait déjà un petit peu à quoi elles ressemblent parce que on a lu des bouquins où il y a, je sais plus, il y a des livres avec des bestiaires un petit peu. Enfin, du coup, on a déjà l'imaginaire, donc on n'a pas ce côté de découverte. On peut pas avoir la stupéfaction, en fait, l'effet de surprise. Je trouve qu'il est difficile à avoir, quoi. Ouais, de découvrir, nous, joueurs, des choses que notre personnage, lui, découvre. Il y a un décalage, d'autant plus que c'est souvent dans les années 20 qu'on joue à Cthulhu, et il y a le décalage que je disais aussi quand on avait parlé du règne de la terreur, c'est on a le décalage d'époque qui fait qu'on est moins impliqué dans le fait de, voilà, on est toujours en train de se dire oui, voilà, on est dans les années 20, ça nous... Les années, ça nous éloigne de notre... Ça crée encore plus de distance avec ce qui se passe, quoi. Comme ce qu'on te raconte, quand même, les intrigues sont quand même assez horribles et assez, désespérées, parce qu'en général, on sait très bien on peut s'en sortir, mais c'est vraiment... En réalité, on devrait tous crever très, très, très rapidement. J'ai toujours eu des groupes où on faisait énormément de blagues tout le temps. Tu sais, un peu comme si c'était pour désamorcer l'horreur de ce qu'on nous disait les MJ. Et en fait, ça suscite... moi, j'ai des souvenirs de parties avec des fous rires monumentaux. On nous racontait un truc horrible et on était en train de se bidonner parce que on n'arrêtait pas de faire des blagues et tout. Et je sais pas si c'est aussi ça suscitait ça parce qu'on s'attendait tellement à de l'horrible que pour le désamorcer, on faisait un excès d'humour, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Notamment, je me souviens un truc tout bête dans les Masques Nyarlathotep. À un moment, je sais pas, on est dans une cave à charbon, on ramasse une pelle et bien sûr, quelqu'un dit c'est l'appel de Cthulhu. Et là, ça est parti pourtant pendant 2 heures. À chaque fois qu'on pouvait refaire la vanne, ça revenait. Et la vanne en elle-même était non plus ultra... c'était pas un truc d'humour de ouf, quoi. C'est un bon jeu de mots, j'approuve. Bon, après c'est parti sur rouler des pelles d'Cthulhu. Enfin, bon, il y a vraiment... C'était un peu plus limite, mais bon, voilà, ça... Et ça, j'ai remarqué que quand même, souvent, on fait ça quand on sait que ça va devenir horrible, comme on le voit arriver, parce qu'on connaît bien l'univers. On fait beaucoup d'humour, et alors ça casse un peu les moments un peu solennels pour le MJ, quoi, ou la MJ. Voilà, et on va voir avec le jeu dont on va parler après qu'il y a un peu de ça aussi. Ah oui, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Ouais, on va parler maintenant d'Alien. Parce que Alien, donc le jeu tiré de l'univers des films, on sait que voilà dans Alien, on sait qu'il va y avoir des aliens et qu'ils vont nous chasser. Ouais. Et que ça va être difficile, qu'on va tous mourir. Voilà, moi je pense qu'ils auraient dû appeler ça voyage spatial bucolique. Comme ça, on n'a pas tout le présupposé d'alien, qu'on sait qu'on va mourir. Et que
on oserait faire des choses, tu vois. Ah bah ça c'est clair. À chaque fois qu'on a joué ou que j'ai fait jouer Alien, on est excessivement prudent, alors qu'en principe nos personnages n'ont aucune raison de l'être. Oui. Parce que dans la Vale de Cthulhu, il y a de l'enquête et souvent il y a quand même des morts ou un truc un peu bizarre, ce qui peut expliquer quand même qu'il y a une forme de prudence des persos. Comme là, je me souviens de la partie qu'on avait faite ensemble où c'était avec Fendoel qui était notre MJ, où nous, nos persos, ils arrivent d'une mission, je sais plus où, sur une planète quelconque et ils reviennent dans la station et déjà, rien que pour ouvrir la porte du truc, c'était limite, tu sais, il nous avait fallu une demi-heure, alors qu'en vrai, on arrive... nos personnages, ils ont aucune raison de se poser des questions métaphysiques. Ils reviennent de leur truc, ils arrivent à la station, ils arrivent dans la base, ils ouvrent la porte et puis basta. Et en fait, j'ai l'impression que c'est souvent que là, c'est tout la méta des joueuses qui a trop d'influence sur les actions des personnages, quoi. Ouais, faut vraiment. Parce que sinon, on dit est-ce qu'on ouvre la porte, est-ce qu'on n'ouvre pas la porte, alors que t'es un mécanicien bourru, bah non, tu ouvres la porte, tu dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bruit là derrière, je vais aller voir, quoi. Un peu comme il faut dans les films, tu vois. C'est. En revanche, ce que je trouve de malin dans Alien et qu'ils ont, je pense, aussi mis en place pour qu'il y ait quand même pour garder plus de tension, qui n'est pas finalement tellement lié aux créatures, c'est le fait que les personnages qu'on incarne ont souvent un agenda, le fameux agenda secret. C'est-à-dire qu'ils ont souvent un objectif très personnel que les autres ne connaissent pas et qui potentiellement va les amener à trahir le reste du groupe, ou en tout cas à la jouer beaucoup plus perso que peut-être dans un jeu de rôle plus classique où on est quand même en principe c'est full coop en théorie. Ouais, on a une équipe, quoi. Et c'est pas mal parce que on sait que dans ce jeu de rôle là il y a cet aspect là, mais pour le coup on sait pas du tout d'où ça peut venir, on ne sait pas du tout quelles vont être ses motivations. Alors on imagine toujours le synthétique qui travaille pour la compagnie qui va nous trahir, mais c'est pas du tout ça dans tous les scénarios. En fait, c'est beaucoup plus riche. Et ça, c'est pas mal parce que de fait, la tension, elle va venir plutôt des autres personnages, donc des autres joueuses. Mais par conséquent, c'est pas de l'horreur là, c'est plus un peu du thriller psychologique, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, de la tension paranoïaque, quoi. Oui, tout à fait. Malgré tout, le jeu est très bien, et puis il a le système de la panique qui aussi oblige parfois, parce que selon ce qu'on fait, on va gagner des dés de panique, et puis au bout d'un moment, quand on a trop de dés de panique, potentiellement, on va faire des actions nos personnages ne peuvent plus maîtriser, donc comme se mettre à tirer partout dans et ça c'est pas mal parce que ça oblige en fait à perdre le contrôle. Alors que souvent on a excessivement de contrôle sur le personnage. Enfin voilà, on le laisse pas dans la spontanée. Enfin on le joue pas trop spontané. On est vachement dans le contrôle. Avec ce système-là, on est obligé de lâcher prise et de subir un peu plus le jeu, quoi. Oui, ça aide un petit peu à éviter que les gens disent non mais on fait rien, on se met 4 dos à dos et avec nos armes et on attend. On attend les renforts dans une semaine, quoi. Mais je dirais pas qu'on a peur, tu vois. Non. Un peu comme dans la Vale de Cthulhu. Je trouve que c'est deux jeux qui ont des ambiances pourtant qui, en littérature ou en cinéma, font quand même, font peur, parce que je pense que quand t'as jamais vu Alien et que tu vois je vais spoiler forcément, que tu vois le premier et que on se rappelle tous de cette scène de repas parce que tu le vois pas spécialement arriver. Enfin, c'est quand même assez bien foutu dans le film. Voilà, puis t'as tout le côté de la traque, en fait, ce sentiment de traque que tu ressens qui est quand même super anxiogène. Je trouve pas que dans les jeux en tant que tel, tu ressentes exactement ces émotions-là, quoi. Ouais, c'est pas les mêmes émotions, quoi. C'est plus, paranoïa par rapport aux autres joueurs. Est-ce que... Alors après, on va parler d'un jeu qui est connu, très très connu comme jeu d'horreur, auquel je n'ai pas eu la chance de jouer. Je pense que toi non plus. Non, moi non plus. C'est le fameux jeu Dread qui utilise une tour de Jenga pour la résolution des actions. Je pense je sais pas si t'as déjà vu des actual plays de gens qui jouent à ça. Non, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas regardé. Vraiment, même si je sais que t'es pas trop fan d'actual play, mais à l'occasion, on va quand même regarder parce que c'est, là, c'est très visuel, ce que tu vas voir, quoi. Donc l'idée, c'est de Dread, c'est vraiment de proposer un univers d'horreur
avec des histoires qui peuvent être gore, fantastiques ou avec l'ambiance sombre. C'est un système un peu générique. Et puis, en fait, on va avoir une tour de Jenga et selon les actions qu'on va entreprendre et selon les caractéristiques de nos personnages, on va devoir être amené à retirer une pièce de la tour de Jenga. Donc, je crois que si on est assez expérimenté dans un domaine, on considère qu'on n'a pas besoin de retirer une pièce un morceau de la tour. Et en revanche, si on a une action très difficile, on peut même devoir en retirer plusieurs. Et je pense que l'idée, elle est vraiment géniale parce que de fait, la tour de Jenga, on sait bien qu'à un moment ou un autre, elle va s'effondrer. C'est pas possible autrement. Bah oui. Alors qu'avec un jet de dés, tu peux très bien réussir tous tes jets de dés, ça peut très bien arriver, quoi. Donc, la tension, elle ne peut que aller crescendo, comme la tension de personnages qui seraient des personnages d'une histoire d'horreur ou de films d'horreur ou de films gore, quoi. J'imagine que tu dois avoir vraiment, là, la sensation physique de la tension qui monte, et même si c'est pas tant l'intrigue qu'on te raconte qui provoque ça, c'est la tour que tu dois voir probablement vaciller de plus en plus. Au moins, ça te met physiquement dans l'état de ton personnage. Oui, voilà, c'est une astuce mécanique pour te mettre un stress, alors que la situation en jeu est stressante, on va faire ressentir ce stress. Mais comme les joueurs ne peuvent pas ressentir le même stress, on va leur mettre une autre source de stress qui est avec la tour de Jenga, quoi. Pour essayer de rapprocher les deux, le personnage et le joueur. Ouais, moi je trouve ça assez fort. J'aimerais vraiment voir ce que ça donne. Enfin, l'expérimenter, en tout cas l'éprouver, parce que déjà à regarder en actual play, c'était assez bluffant. Et vraiment, je pense que quand c'est toi qui le fais, alors en plus, tu connais mes qualités, ma dextérité naturelle. Moi, j'ai quand même réussi à faire tomber la tour de Cat and the Tower, non pas en plaçant mon petit bout de tour, mais juste parce que en le prenant, je l'ai fait tomber sur la tour. Donc, t'imagines que la tour de Jenga avec moi, c'est que va être compliqué. Je pense que je serai la première à mourir, mais j'aimerais bien l'éprouver en tout cas, voir la tension que ça procure. Ouais. Et donc, pour la petite histoire, le système de la tour de Jenga a été repris dans un jeu de rôle d'Alex Roberts qui s'appelle Starcrossed, qui est un jeu de rôle de mémoire, on peut jouer qu'à 2 d'ailleurs, qui simule une romance amoureuse. Et là, la tour va, symboliser. Ouais, symboliser, la tension qu'il peut y avoir au sein d'un couple, quoi. Et notamment aussi la tension sexuelle, tout simplement. Donc c'est assez amusant, je trouve, ces deux utilisations de la même mécanique pour deux sujets complètement différents. On va enchaîner. Moi, j'ai un autre jeu dans lequel il y a un accessoire en plus. C'est le jeu 10 Candles, donc 10 bougies. Alors j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, un certain Antoine Boza qui joue à ça. Et je me suis dit c'était totalement approprié pour cet épisode. Le principe, c'est que le ciel s'est obscurci. Il y a quelques jours, c'est des aliens qui ont fait un dôme tout au-dessus, autour de la Terre, enfin un dôme, une sphère autour de la Terre. Et donc, on n'a plus la lumière du soleil. On n'a plus d'électricité, ils coupent notre électricité, et donc il nous reste les bougies. Et donc, on va jouer plutôt dans la pénombre, et on va allumer 10 bougies. Et en fait, les bougies vont représenter aussi notre espoir et la vie des joueurs, quoi, parce on commence avec un pool de dés de 6, donc on en a 10 autant que de bougies. Et donc on va lancer les dés. Du moment qu'on obtient au moins un 6, on arrive à résoudre le conflit qui nous oppose. Mais si un dé affiche 1, il est perdu et retiré du pool de dés, quoi. D'accord. Et en fait, au bout d'un moment, si on rate un jet de dés, on va souffler une des bougies. Ça symbolise l'espoir qui se perd, et donc on va voir évoluer. On a aussi de la tension à chaque jet de dés pour dire voilà, on a de moins en moins de dés parce qu'on a de moins en moins de bougies. Donc voilà, est-ce qu'on arrivera à survivre? Et il y a un système avec des traits où on peut brûler un trait de son personnage.
qu'on aura écrit sur un papier et on va le brûler sur une bougie. Donc voilà, là il y a vraiment une ambiance où on est vraiment dans la pénombre, illuminé par des bougies et qu'on va souffler à chaque fois pour mettre un peu la tension autour des personnages et des joueurs et des joueuses et pour se ressentir la pression de la nuit qui tombe et on sait pas ce qu'il y a qui va nous attaquer, quoi. Ouais, j'en ai pas mal entendu aussi parler de ce jeu-là, Ten Candles, c'est pareil, je trouve que ça a l'air assez intéressant. L'idée, quoi, rien que tu vois, l'originalité mécanique, je la trouve super intéressante, quoi. Le setup de départ, quoi. Ouais, de mettre des bougies. Et je pense que c'est le genre de choses que t'as envie d'expérimenter par toi-même pour voir, en fait, comment ça fonctionne avec toi, quoi. Ouais, pour voir si ça te touche ou pas, quoi. On parle maintenant de horreur liminale. On peut faire ça, oui. Le concept du jeu, c'est un jeu de rôle donc d'horreur moderne avec des règles qui sont très légères et qui s'adaptent assez facilement. Mais là, contrairement aux autres, par exemple à de l'Appel de Cthulhu ou du Alien, on va être dans un univers qui est plutôt un univers assez quotidien, assez proche de notre vie. Ça va plutôt être des personnes assez ordinaires dans des univers, assez lambda, assez classiques. Et on va avoir un peu d'investigation. On survit pas forcément, ça peut être assez violent. Donc on a joué avec c'est Monsieur Quantum qui nous a fait jouer. On était tous les deux plus deux autres joueurs à qui on fait des coucous. Oui, Hortanelli et Ezelkir. Voilà. Et je te laisse un peu raconter le pitch parce que c'était drôle. Enfin, le point de départ était assez marrant quand même. Oui, alors le point de départ, c'est on était chacun chez soi dans son appartement, dans le même immeuble, et à un moment donné, on entend le générique de Madame est servie. Et forcément, on rigole quand on entend le générique de Madame est servie parce que ça nous rappelle plein de souvenirs. Oui. Voilà, on rigole la première fois et puis il y en a un c'est sur son téléphone, l'autre c'est à la radio, et puis l'ambiance devient de plus en plus tendue. Il y a pareil une surface noire qui découpe nos appartements, on comprend bien que de l'autre côté de ce voile noir, vaut mieux pas y aller parce que tout est découpé en deux, si t'étais au milieu, t'es coupé en deux, quoi. Donc on était du bon côté et on va devoir trouver qu'est-ce qui se passe et essayer de s'en sortir, quoi. Et à chaque fois, tous les temps de temps, paf, on avait de nouveau ce générique. Alors la deuxième fois, c'est un peu moins drôle. Ouais. Et puis au final, on dit il va arrêter ce générique. Alors ce qui est drôle, c'est que pendant la partie, évidemment, notre MJ nous l'a mis pour de vrai. Donc comme ça, c'était vraiment c'était assez marrant. En fait, c'est ça qui était chouette, c'est que ça partait de quelque chose d'un peu anodin et même un peu ridicule. Et progressivement, on sentait la tension qui montait. Et moi, j'ai trouvé ça très réussi, en tout cas, comme expérience. Enfin, j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien en termes de mise en place faite de la tension, en fait, et de comment parce que ça commence, on a une vie tout à fait banale, hein. Oui. Moi j'avais beaucoup rigolé quand même, si je le dis, parce que mon personnage, quand on a choisi nos persos, oui. Il y avait une certaine Caroline Lachance qui était podcasteuse et je me suis dit que ce personnage était forcément fait pour moi. Enfin, c'était pas possible de passer à côté. C'était assez rigolo et c'est comme ça comment l'horreur s'insinue dans le quotidien, en fait, que j'ai trouvé qui était très bien restitué, quoi. Oui, c'était un peu à la quatrième dimension. Tout est normal et après hop, ça commence à shifter vers autre chose, et donc là c'est moi c'est un des jeux qui m'a fait où j'ai plus ressenti le sentiment de peur parce qu'on est proche des persos et on est dans une époque actuelle, ça pourrait être notre appartement, on est dans un environnement connu, on connaît même le générique qui nous fait qui va nous faire peur, et il y a juste un petit quelque chose qui change, qui est étrange et
Et voilà, en plus, la zone, la limite se réduit, donc il y a cette pression aussi de se dire vers où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, un peu de pression, quoi, comme ça. On sentait bien l'oppression du truc, et avec la musique, entre-temps, ils nous mettaient une musique aussi un petit peu inquiétante pour en rajouter une couche, quoi. Mais Ouais, mais franchement, ça fonctionnait vraiment super bien, hein. Et puis il y avait l'ambiance sonore. Bon, c'est vrai qu'aussi il avait super bien mené la partie, quoi, en faisant que c'était très, il y avait pas que les descriptions. Il y avait tout ce qu'il avait rajouté autour, qui nous permettait d'être vraiment dans l'intrigue, dans cette tension qui montait progressivement au fur et à mesure qu'on entendait cette petite ritournelle qui était un peu comme dans certains films où par exemple dans les films de Dario Argento, souvent t'as plusieurs où t'as une petite comptine, et une petite comptine d'enfant, t'as envie de dire c'est tout mignon, et ça devient de plus en plus stressant, et il y avait vraiment ce petit côté-là de la comptine qui devient de plus en plus oppressante pour les personnages, quoi. ouais, et inquiétante et tout ça. Ouais. Non, c'était très bien, une très bonne expérience. D'ailleurs, ça se réfère pas mal aussi, tu vois, à des jeux comme Silent Hill, en termes d'ambiance, en fait, de ce qui est proposé, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, il est disponible je pense qu'il est disponible sur Itch.io aussi. Oui. La version française. C'est là, je me demande s'il est pas. Ouais, il est gratuit aussi, hein. Il est en Name Your Price, il me semble. Alors, est-ce que. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, c'est là encore, on donne un peu on donne ce qu'on veut, Ouais. quoi, en réalité. Donc, on rappelle que c'est toujours, si on peut, c'est bien de donner au créateur, hein, évidemment, hein. Ouais. Ok. Et puis, pour terminer, moi, je vais te parler d'un jeu qui s'appelle Sombre. Je ne sais pas si tu le connais, si tu as déjà eu l'opportunité d'y jouer. Non, ça me dit rien. Donc, c'est un jeu de Johan Scipion qui est disponible. On peut acheter en fait le jeu sur son site Interétrange, ou bien si vous le croisez en convention, il en a toujours avec lui. En fait, c'est une Sombre, c'est vraiment pour jouer du jeu de rôle d'horreur comme si on était dans des films au cinéma. En fait, c'est vraiment très très inspiré des films d'horreur, c'est ça, une volonté d'être très cinématographique. Il y a 3 livres qui sont des livres de règles, donc avec une version dite classique, une version dite Sombre 0, qui est une version un peu plus simplifiée, et puis il y a une autre version qui est un peu plus pour faire des films plutôt d'action. En fait, l'idée, c'est vraiment de choisir un setup qui te permettra de jouer aux films d'horreur de ton choix. Donc, il y a plein de propositions. Donc, ça peut être, tu peux jouer, il y en a un, c'est si tu veux mettre de l'horreur dans Le Nom de la Rose, par exemple, donc tu vas jouer dans un monastère. Tu vas pouvoir faire de l'horreur à la, je sais pas moi, à la Vendredi 13. Tu as vraiment tous les types de films d'horreur et d'ambiance qui vont être proposés. Moi, j'ai fait la démo, et donc c'est des petits fans. Et chaque numéro, hormis les numéros qui sont des règles, donc ils doivent être le 1, le 6, je crois, et puis le 9, qui sont les numéros avec de règles du jeu. Les autres sont à chaque fois des setups, de nouvelles propositions de setup pour jouer du slasher, pour jouer plutôt du truc de sorcellerie, etc., etc. Ouais, pour suivre tous les styles des films d'horreur. Voilà. Et puis, il faut savoir que tu vas globalement mourir, hein. Il y a très peu de chances que tu t'en sortes. Ça, c'est super important. Moi, je n'ai pas joué. En fait, moi, j'ai joué en festival avec donc l'auteur, Johan Scipion, à une version qui se joue en 15 minutes. Donc ça, c'est assez notable. Et qui est adaptée pour jouer avec des enfants. Parce que j'étais avec ma fille. Donc, je me suis dit, Massacre à la tronçonneuse, ça va peut-être pas le faire. Et donc, en fait, il propose une sorte de scénario qui est accessible à des enfants dès 7 ans. Là, c'était l'univers de la légende du roi Arthur et tout. Donc, tu vas dans une... Enfin, en fait, tu dois aller combattre la fée Morgane et puis Mordred. Et tu te balades dans une forêt et tu vas avoir des combats très, très violents.
contre les différents chevaliers antagonistes qui veulent empêcher le roi Arthur et puis les chevaliers de la table ronde en fait de l'emporter quoi. Le chevalier noir, comme dans Monty Python, c'est ça? Ouais, voilà. Alors évidemment, forcément, au début, tu commences en te disant, en faisant des blagues sur inspiré par Kaamelott et les Monty Python, puis très progressivement, tu te rends compte que tu vas en prendre plein la gueule, donc tu rigoles de moins en moins. Moi, j'avais trouvé ça super efficace. Alors après aussi, c'est quand tu joues à un jeu avec l'auteur du jeu, lui, il a tout son jeu, il le connaît parfaitement et il sait très bien comment te le présenter et tout. Donc, c'était vraiment, vraiment très une super expérience. Mais en fait, ça avait un rythme effréné, c'est-à-dire qu'en fait, on enchaînait les choses et il nous laissait peu de temps pour réfléchir et se concerter, ce qui souvent dans le jeu de rôle, c'est quand même... pour se remettre... Voilà. Et en fait, ça veut dire que ça nous crée une tension permanente de nos actions, ce qu'on faisait, comment on faisait, où on allait. Hop, on avait un combat, ça se résolvait... c'était des combats ultra rapides et très expéditifs et très mortels, forcément. Et moi, j'ai eu un super... j'ai trouvé ça... En plus, je le trouve le jeu très original. Proposition complètement différente des jeux de rôle, des autres jeux de rôle auxquels j'ai joué. Sur cette expérience-là, j'ai trouvé que c'était moins narratif, tu vois. T'étais moins dans la construction t'étais moins dans un lore ou dans la construction. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une question de rythme. Donc c'est peut-être je me permettrai pas de dire que toutes les parties sont comme ça parce que c'était vraiment un format de 15 minutes pensé pour jouer et avec des enfants et en convention. Mais en tout cas, du coup, moi, j'en ai pris d'autres. J'aimerais bien aussi y rejouer. Et je me disais, tu vois, pour faire jouer, c'est tout bête, mais des ados, si il a des formats comme ça qui tiennent en très peu de temps. Je pense, tu vois, pour faire jouer des ados, parce que c'est typiquement le genre d'univers qui plaît énormément quand t'es ado, quoi. Il y a la transgression tu vois, des trucs un peu... du film d'horreur et du film d'horreur, quoi. C'est quand même un truc qu'on apprécie. Il y a une forme de transgression dans ce genre d'univers, quoi. Et en plus, Johan Scipion, il fait tout par lui-même, hein. C'est pas, il n'est pas édité par Edge ou tu vois, ou Arcade Asylum. C'est pas on n'est pas ou Wizard of the Coast. C'est pas du tout. C'est plus du fanzine que de l'édition cartonnée, quoi. Voilà, exactement. Et si vous allez en convention, il en fait pas mal. N'hésitez pas à aller faire il propose toujours des parties de démonstration, pas de démonstration, mais en tout cas, il fait jouer. Donc ça vaut vraiment le coup. Et ce qui est hyper drôle, c'est que après les conventions, il fait toujours un petit compte rendu et il dit nombre de joueurs ou joueuses, nombre de personnages incarnés, nombre de morts, de personnages tués, tu vois. Il t'a toujours le décompte des morts après chacun. Et ça, je trouve ça c'est assez drôle. Nous, on est tous morts pendant notre partie. Je te le dis. Okay. Bon, tu me connais, j'ai fait des jets dégueulasses en plus, donc... Et t'as tenté de tout faire cramer, même pas. Non, j'ai pas eu le temps, tu vois. Je me demande si je suis pas morte en premier, tu vois. Donc, j'ai même pas eu le temps de prendre une torche pour faire cramer la forêt dans laquelle j'étais, parce que c'était une bonne solution. Je suis assez d'accord avec toi que c'était une bonne solution, mais... Mais vraiment, si vous avez l'occasion, et toi, mais ça fait partie des jeux auxquels je pense que tu vois, j'aimerais bien vous y faire jouer avec petit groupe habituel, mais je pense que c'est beaucoup mieux de le faire en présentiel, parce que je sais pas si à distance t'as la même ambiance qui peut se créer, quoi. Ouais, non, c'est le genre de choses comme le 10 Candle, le 10 Candle. Je pense que c'est aussi c'est forcément mieux en vrai, quoi. Donc voilà, 2025, est-ce qu'il faudra on mette nos agendas en commun pour ce fameux week-end de jeu de rôle? Ah, franchement, j'aimerais vraiment qu'on le fasse. Ça vaudrait vraiment le coup. Avec tout ce qu'on veut faire, ce serait un mois jeu de rôle qu'il faudrait faire. Peut-être l'année 2025, il faudrait qu'on fasse une année sabbatique pour avoir le temps d'écluser tous nos jeux de rôle. Parce qu'on a quand même les écureuils attaques qui n'est pas exactement le même style, mais... Non, j'ai pas réussi à le mettre là dans la sélection des jeux de rôle. Non, tu t'es pas... Non, pourtant, on aimerait bien, on a tellement envie d'y rejouer que... Enfin, on a tellement envie d'y jouer parce qu'on n'y a pas encore joué, hein, toujours pas. Bon, écoute... c'est un beau panorama de jeux d'horreur. Après, il y en a forcément d'autres. Ouais, il y en a sûrement plein d'autres auxquels on pense pas. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on fait le plus. Un peu prendre le contre-pied des fêtes de Noël. C'est ça.
Bon, bah écoute, Dédé. Ouais, avant de se quitter, je voulais juste faire un petit point Dark and Stormy. Comme c'est la fin de l'année, c'est les étrennes. Oui, c'est vrai. Vous avez eu peut-être un petit peu d'argent du Père Noël ou de la grand-mère. Si vous voulez encourager le podcast, on peut encourager à aller te donner un petit Dark and Stormy Mais oui, sur ton Buy Me a Dark and Stormy ou un champagne ou une bière ou n'importe quoi. N'importe quoi qui se boit, pour... Mais oui, je trinquerai à votre santé si... Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Voilà, c'est plutôt Buy Me un abonnement au podcast, un abonnement au chat, quoi. Mais oui, bah oui, c'est vrai qu'on a le Dark and Stormy et j'en parle pas le Buy Me Coffee Champagne / Dark and Stormy. Je n'en parle pas à chaque fois, c'est vrai. Oui, mais là c'est la fin de l'année, tu vois, c'est les étrennes. C'est la fin de l'année, je peux. Les gens sont généreux, profitons-en. Oui. Et bah ouais, n'hésitez pas surtout. Et puis ça fait toujours plaisir. Ça fait partie aussi des façons de se sentir soutenu, hein, bien sûr. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a quelqu'un qui a envie de trinquer avec moi, voilà. Ah, voilà. Bon. Et puis nous, j'espère qu'on va réussir à trinquer en 2025. Hein, bah oui, même. j'espère bien. Écoute, bonne fin d'année 2024 à toi. Oui, bonne fête à vous toutes. À tout le monde. Bonne fête à tout le monde, joyeux réveillon du nouvel an et puis on se retrouve du coup en 2025. L'année prochaine, on peut le dire. Oui, c'est ça. Salut Dédé. Allez, ciao. To the sky, way up on high, there in the night, stars on a right, beyond the past, now then at last, prison walls break, gold ones away, they will return, mankind will learn new kinds of fear when they are here, they will reclaim, all in the rain, hopes turn to black when they come back, in miracles, mankind now rules where they will be, it's this against that, now they're floating by like a chilling boat, a returning season of doom, scary, 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 scary solstice, very, very, very scary solstice, up from the sea, from underground, down from the sky, they're all around, they will return, mankind will learn new kinds of fear when they are here. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars on a right, beyond the past, now then at last, prison walls break, old ones away. Madness will reign, terror and pain, woes without end, where they extend, leave miracles, mankind no rules, where they will bend, restless against stars, badly floating on, a chilling boat, a returning season of doom. Scary, 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 scary solstice, very, very, very scary solstice, up from the sea, from underground, all the stars, they're all around. C'était bien cool, non ?